À la différence des Alliés, sont en embuscade. Ils attendent qu'on vienne à eux. Et vouloir y aller dans ces conditions, autant y aller les yeux fermés. Il est évident que la météorologie aura une conséquence importante sur la date et l'heure de cet assaut. Demain, nous n'aurons pas d'images sur les opérations de l'armée française dans le Golfe. Toutes les équipes de télévision ont décidé de boycotter la couverture des opérations françaises, car le CIRPA, le service d'information des armées, a refusé la présence d'une équipe de tournage représentant le pool français sur les premières lignes. Le CIRPA veut imposer à la place d'une équipe professionnelle une équipe technique du service des armées. On a appris aussi dans la soirée qu'un bombardier américain B-52 avait atterri en catastrophe sur l'aéroport de Palerme. Il venait de Grande-Bretagne. Une avarie du système électrique a contraint le pilote à larguer ses bombes en Méditerranée avant de se poser en Sicile. Après un mois de bombardements intensifs, un convoi de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devrait arriver à Bagdad. Il est porteur de 50 tonnes de médicaments. Plusieurs responsables irakiens s'inquiètent en effet des risques d'épidémie de choléra ou de typhoïde à cause du manque d'eau potable. Le point sur la journée avec des images arrivées d'Irak, Jean-Marc Nadeau. Bagdad a connu hier ses premières heures de calme après un mois de deuil et de bombardements. Mais avec la destruction des réseaux d'eau potable se profile la menace des épidémies, de nombreux habitants de la capitale étant obligés, pour se fournir en eau, d'aller la puiser directement dans le Tigre. Selon le maire de Bagdad, les risques sont très graves de voir apparaître la fièvre typhoïde ou la salmonellose. Des milliers d'habitants souffriraient déjà de troubles directement liés à la pénurie. Bagdad qui va bientôt recevoir 54 tonnes de médicaments conjointement affrétés par le Croissant-Rouge ainsi que par l'UNICEF. À 200 km au sud de la capitale, la ville de Samawa connaît elle aussi une situation pour le moins précaire. Les journalistes invités à visiter les lieux ont ainsi pu observer une ville coupée en deux. Des ponts détruits par les raids alliés, des raids qui auraient fait une centaine de morts. Ce soir, plus que jamais, ceux des deux côtés ont continué à s'accuser de manipulation. L'Irak aurait même détruit des immeubles civils pour accuser les alliés de nouveaux crimes de guerre. Avec l'offensive terrestre, un pays arabe pourrait basculer dans la guerre, c'est la Jordanie. Et cela inquiète beaucoup Jérusalem. Jusqu'à présent, la frontière occidentale de ce pays était réputée très sûre. Depuis quelques semaines, comme nous l'explique notre envoyée spéciale Isabelle Bayancourt, on renforce les défenses à cette frontière. Jéricho revit dans la journée. Sur le marché, on trouve des légumes et des fruits frais. Les jeunes Palestiniens se promènent, tandis que les écoles sont toujours fermées. Le couvre-feu est levé jusqu'à 16 heures. À quelques kilomètres de là, face à la Jordanie, qu'on voit très bien de l'autre côté de la vallée, d'autres jeunes font leur service militaire. Nahal Unit, d'après les Israéliens, c'est une expérience unique au monde, ou plutôt le mythe du soldat laboureur dans les territoires occupés. Quelques dizaines de camps semblables à celui-ci sont implantés le long de la frontière israélo-jordanienne. Dans cette unité, quelques dizaines de jeunes filles et de garçons cultivent des pastèques et des aubergines. Mais ils sont là surtout pour assurer la sécurité de ce côté-ci du Jourdain. Une région plutôt vulnérable malgré le système de sécurité renforcé, malgré les patrouilles multipliées. Mais surtout, l'alignement de la Jordanie sur l'Irak fait du royaume hachémite un voisin de plus en plus inquiétant pour Israël. Nous sommes conscients de la situation tendue, nous sommes plus prudents et nous prenons des mesures appropriées au cas où. Le reste de la frontière, tracée après la guerre des 6 jours, est hermétique sur près de 400 km. Des systèmes électroniques perfectionnés, des surveillances militaires scrupuleuses et attentives. Nous croiserons beaucoup de camions transportant sur plateforme des chars d'assaut. Le kibbutz de Kfar Roupin est à 200 mètres, en face de la Jordanie exactement. Malgré son emplacement, il n'a jamais eu autant de succès. Malgré l'insécurité, Eric, 27 ans, se sent très bien ici. Bon, il y a des heures qu'on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir en dehors de ce kibbutz. Et si on sort, alors c'est avec des armes. La coordination entre civils et militaires n'a jamais été aussi étroite. Tout le monde porte une arme, ce qui n'est tout de même pas habituel. Je dois vous dire que je serais stupide si je disais que je n'avais pas peur. J'ai peur, oui.
En face, les soldats du royaume hachémite plus nerveux que d'habitude, pris entre le bouillonnement de leur pays et l'inquiétude d'Israël. La guerre du Golfe ne doit pas nous faire oublier le reste de l'actualité. L'épidémie de choléra au Pérou, un attentat du cartel de Medellín en Colombie et une avalanche meurtrière en Italie. Sophie Le Saint. L'épidémie de choléra qui frappe le Pérou ne cesse de se propager à une vitesse incontrôlable. Près de 20 000 personnes ont déjà été atteintes par le virus et le nombre de morts augmente chaque jour, près de 150 aujourd'hui. L'épidémie reste pour le moment limitée à la côte nord et centrale du Pérou, mais elle risque de s'étendre à d'autres pays voisins, notamment le Brésil. 22 morts et plus de 140 blessés, c'est le dernier bilan officiel de l'attentat qui a eu lieu hier à Medellín. Une voiture piégée chargée de 150 kg de dynamite a explosé sous un pont au moment où quelques 10 000 personnes sortaient des arènes de Medellín. Selon les radios locales, l'attentat le plus meurtrier depuis un an aurait été revendiqué par les narco-terroristes. La guerre de la drogue qui oppose les barons de Medellín au gouvernement colombien pourrait bien reprendre. Avalanche meurtrière en Italie à Courmayeur. 6 personnes ont été ensevelies sur le versant italien du massif du Mont Blanc. 2 skieurs sont toujours portés disparus. Les équipes du secours alpin poursuivaient leurs recherches dans la soirée, mais les espoirs de retrouver vivants les disparus s'amenuisent d'heure en heure. Cette catastrophe est l'un des bilans les plus lourds jamais survenus en Italie. En France, une enquête a été ouverte sur l'incendie de l'hôpital Laennec à Paris qui a fait hier soir 1 mort et 5 blessés graves. Le rez-de-chaussée de l'établissement a été totalement détruit. À l'origine du sinistre, peut-être une cigarette allumée dans la salle des infirmières, non loin d'un stock d'éther. Rémi Pelletier, bonsoir. Alors on revient tout de suite sur cette victoire formidable de Guy Forget. Après Noah, après Lecomte, c'est la relève? Oui, 8 ans après ses débuts professionnels, Forget rentre donc dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Alors surtout après sa victoire hier en demi-finale contre le nouveau numéro 1 mondial Stefan Edberg. Guy Forget est donc maintenant probablement entre la 7e et la 8e place au prochain classement ATP. Il est donc à la fois le meilleur joueur de double au monde et puis le chef de file français, sachant que Lecomte est maintenant 33e et Noah 140e mondial. Mais Forget reste très modeste, il considère qu'il doit encore beaucoup travailler. Écoutez-le. Tous les compartiments de mon jeu, je peux être un peu plus efficace, je pense que je peux être au service encore plus régulier. Des fois, comme aujourd'hui, il y a des jours où je sers moins bien. Je pense que comme je suis très grand, il faut que je travaille sans cesse mon jeu de jambes pour être très véloce. Donc c'est quelque chose que je peux encore améliorer. Je dois aller plus vers le filet, mais c'est pas mes volets, c'est mes coups d'approche qu'il faut que je travaille. Forget a eu plus de mal que contre Edberg. Nerveux, impatient, bien qu'il ait remporté les 2 premiers sets, il perd le 3e 6-3. Mais Forget a l'arsenal du gaucher et un service qui claque. Une main gauche qui, lorsqu'elle tient une raquette, peut faire des choses étonnantes. Et un coup droit qui déménage. Victoire en 4-7, 6-3, 7-5, 3-6, 7-6 avec 6 balles de match. Après sa victoire dans le tournoi de Sydney et sa place de quart de finaliste à Melbourne, c'est donc très bien parti pour cette année 91. Et puis on vient de l'apprendre, 2 autres tournois. Lendl vient de remporter le tournoi de Philadelphie en 5-7 devant l'américain Pete Sampras. Et puis Martina Navratilova a remporté le tournoi de Chicago. Alors vous êtes aussi venu nous parler du rallye automobile de Suède. Voilà, c'est la 2e étape aujourd'hui et selon tous les pronostics, ce sont donc des pilotes nordiques qui mènent la danse avant la dernière étape demain. C'est un enfant du pays, le Suédois Ericsson, sur Mitsubishi, qui est en tête devant son compatriote Jönsson et le Finlandais Allen. Ericsson a attendu la dernière spéciale pour devancer Jönsson, mais la meilleure performance a été réalisée par Marcus Allen, qui s'est rapproché de 40 secondes. Le grand Marcus garde donc toutes ses chances pour l'emporter demain. Le pilote français Didier Auriol sur Lancia a dégringolé à la 10e place après 2 sorties de route qui n'ont pas affecté la voiture, mais la 2e sortie lui aura fait perdre près de 3 minutes. Puis c'est un Australien qui a remporté le Tour cyclisme méditerranéen. Oui, le Tour méditerranéen, c'était la 7e et dernière étape entre hier et Marseille, soit 130 km. Il pleuvait sur la Canebière. Et maillot jaune, Phil Anderson depuis hier, une victoire au Montfaron, eh bien il a encore gagné cet après-midi. Il avait gagné déjà cette épreuve en 1985. Phil Anderson, que vous voyez actuellement, se dégage dans les derniers hectomètres et devance de 4 secondes à l'arrivée le néerlandais Arndt devant le français Thierry Gouvenon. De son côté, l'américain Greg LeMond, eh bien lui, a dû abandonner, il n'a pas terminé l'étape. Et puis quelques télégrammes. On a appris aujourd'hui la composition du 15 de France
qui rencontrera le Pays de Galles dans 15 jours. À noter juste 3 changements. Le retour de Sella, de Jean-François Gouragne et de Christophe Deslandes. Donc la 3e ligne est exclusivement composée de joueurs du Racing. Maradona, la justice napolitaine veut confisquer son passeport. Je vous rappelle que Maradona est mêlé à un trafic de drogue et de prostituées. Et puis le challenge mondial à l'épée a été remporté par le Français Eric Strecki. Enfin, pour terminer, l'Allemagne vient de remporter le championnat du monde de bobsleigh à 4. Voilà. Merci Rémi. Pour nous détendre un petit peu et avant de finir ce journal, notre service culture a choisi le spectacle des Vampes. Elles n'ont rien de sexy, mais elles sont très drôles et elles sont au Palais des Glaces à Paris. Liliane Perdhomme les a rencontrées. À gauche, c'est Gisèle la Boulotte, à droite, Lucienne la Maigrelette. Les Vampes, ce sont 2 bonnes femmes sans âge, au physique grotesque et à la médisance facile, qui dévoilent tous les détails de leur vie intime. Alors c'est quoi des Vampes? Oh bah c'est difficile à définir, c'est nous finalement, mais c'est vrai, c'est nous. Des personnes assez gracieuses, élégantes, distinguées, la beauté, très habillées, qui disent des choses intéressantes, très cultivées, voyez-vous. C'est nous. Oh, c'est beaucoup de qualité, oui. Oh bah tiens, ce médicament-là est périmé dans 2 jours et je l'ai même pas utilisé. Oh bah je vais le prendre ce soir au dessert. Autant le finir. Avec tous vos restes de médicaments, un jour, vous devriez vous faire un clafoutis. Et vous avez des hommes dans votre vie? Ah ben mon mari est mort en 59. Moi, mon mari était bouché. Il est mort en 59, je suis veuve depuis. Elle n'a jamais eu personne. Moi, j'ai jamais eu personne, mais je cherche toujours l'âme sœur, voyez-vous. Puis j'attends, j'espère, parce que je suis quand même une vraie jeune fille. De toute façon, l'amour, ça m'a jamais réussi, alors. Ah bon, à vous non plus? Un mort, un blessé, vous parlez d'une vie sentimentale, vous? Ah bon? Ouais, mon premier mari est mort en se battant avec le 2e. Oh, un duel, comme c'est romantique. Bon, si on veut, oui. Il se battait un coup de cric pour une place de parking. Alors qu'est-ce que vous allez faire après? Après quoi? Attendez. Attendez, d'abord on vient de commencer, dites alors, vous savez, non, on fait pas des projets 10 ans avant, hein, parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait, hein. Et puis c'est une vedette. Oui, une grosse vedette. Et enfin, on deviendra des Vampes! Cette édition est terminée. Merci d'être resté avec nous. Tout de suite, la météo d'Alain Gillot-Pétré. À 6h30, Florent Châle. À 7h, Françoise Laborde et Jean-Michel Lelio pour la spéciale golf. Jean-Pierre Pernaut à 13h, Patrick Poivre-d'Arvor à 20h. Et je vous retrouve en fin de soirée. Bonne nuit. Infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'ensemble, la semaine qui s'annonce devrait être calme, sereine et ensoleillée, surtout au nord, un peu moins dans le midi. Regardez les situations, vous allez tout comprendre. Nous avons toujours une dépression centrée sur la péninsule ibérique qui fait tourner autour d'elle tous ces nuages qui ont beaucoup intéressé le sud du pays comme prévu par Météo France. Tandis que le nord était sous l'influence de ce flux de nord avec, comme vous le constatez, beaucoup de soleil. Et puis vous avez ici une sorte de dorsale, si vous voulez, une poussée anticyclonique qui va s'installer sur la France et qui devrait donc donner un temps plutôt serein. Mais attention, il fera froid le matin et il y aura des brouillards localement givrants. Alors demain matin, Météo France prévoit sur la moitié nord du pays beaucoup de soleil, sauf un peu plus de nuages près des côtes de la Manche et un peu de verglas, une chaussée glissante donc, sur les Charentes et la Vendée. Puis des Alpes aux Pyrénées occidentales, vous trouverez parfois pas mal de nuages avec encore quelques gouttes au pied de ces fort jolies montagnes et les pluies seront plus importantes mais discontinues autour de la Grande Bleue jusqu'à la Corse. Pour l'après-midi,
bah ma foi, c'est pas mal sur le quart nord et nord-est avec beaucoup de soleil. Sur le quart nord-ouest, un peu plus de nuages, éventuellement quelques ondées en Bretagne. Le soleil fera sa réapparition de l'Aquitaine au Massif central et aux Alpes et toujours le régime de pluie discontinue, mais c'est la peau de chagrin quand même, autour de la Grande Bleue avec un vent de secteur est 45 km par heure en rafale, ça n'est pas beaucoup. Température minimale fraîche, voici la limite des gelées entre -3 et -7 degrés, -7 ici à Nancy et Metz parce que la chaleur de la journée va partir puisqu'il y aura de très belles éclaircies nocturnes et le maximum 6 degrés en tir groupé autour de la Méditerranée, 0 dans le nord-ouest. Pour l'après-midi, regardez, ça y est, des températures positives, c'est grâce au soleil, de 3 degrés à Nancy, Metz, Strasbourg et Lyon, jusqu'à 14 degrés dans l'île de Beauté, 11 à 13 sur le reste du littoral méditerranéen, 10 à Biarritz, 5 à 7 au nord-ouest, 5 à Paris, 4 dans le nord et 3 à 7 degrés au centre. Voici votre semaine maintenant. Pour la moitié nord d'abord. Demain, je n'y reviens pas, je viens de vous en parler. Alors, mardi, mercredi et jeudi, il devrait faire beau l'après-midi, après dissipation des brouillards matinaux, localement givrants. Et puis vendredi, arrivée d'une petite zone de pluie par le nord-ouest, tandis que sur le reste de la zone, le frais continuera à faire beau. Pour le sud maintenant, c'est pas pareil du tout. Mais si vous voulez, ça va s'améliorer au fur et à mesure que la semaine va se dérouler. Donc demain, encore des pluies discontinues. Mardi, des pluies discontinues mais avec un peu de soleil. Mercredi, plus de pluie, toujours des nuages et de plus en plus de soleil. Et jeudi et vendredi devraient être, nous dit Météo France, de fort belles journées sur la moitié sud. Bah, tant mieux pour les vacanciers qui sont en vacances au bord de la mer ou surtout en montagne, bien sûr. À la semaine prochaine. Darty, le contrat de confiance. 3615 cagnotte. Pendant tout le temps où l'on est connecté, les points cadeaux s'accumulent. Daniel Auteuil. En quelques années, il est devenu l'un des acteurs préférés des Français. Du Golin à Lassner, des interprétations éblouissantes dans les rôles les plus divers. Lundi, dans Cinestar, Michel Drucker est accueilli par Daniel Auteuil dans sa maison du Luberon. En toute intimité, il parle à cœur ouvert de son métier et de sa vie. Cinestar avec Michel Drucker, un rendez-vous différent avec le cinéma, lundi 22h40 sur TF1. Lundi, Chantal Gallia, Nicolas Hulot, Haroun Tazieff, toutes les étoiles de Michel Drucker sont dans Star 90. Mardi, Claude Brasseur et Dominique Lavanant en baroudeur, Le Léopard, une comédie pleine d'aventures. Mercredi, rencontre sommet au Parc des Princes pour le championnat d'Europe des Nations, France-Espagne. Jeudi, le sourire de Jean-Pierre Foucault pour passer une sacrée soirée avec Daniel Guichard et Serge Lama. Vendredi, tous à la une, 3 rédacteurs en chef à la montagne pour un rendez-vous avec Patrick Sabatier. Samedi, qui dit vrai, qui dit faux, où sont les vrais, où sont les faux? Sur le plateau de Sébastien, c'est fou bien sûr. Dimanche, quand Louis de Funès sème le désordre, le délire et la tempête, Annie Girardot est en pleine zizanie, pour rire garanti. TF1, c'est tout un programme.